Bienvenue chez Détective Eternos. Ce soir, un esprit brillant, Miss Marple, affronte un village tranquille secoué par un vol caché. Un reçu mystérieux détient le secret, mais qui peut découvrir la vérité? Versez-vous quelque chose de chaud et laissez le mystère commencer. D'où m'écoutez-vous ce soir? Où que ce soit, approchez-vous un peu, car ce qui commence par un léger bruissement de feuilles et un murmure dans une véranda va bientôt se transformer en quelque chose de bien plus sombre. C'était une chaude soirée à Saint. Mary Mead, un crépuscule doré où les roses s'accrochaient obstinément à leurs fleurs et où les fenêtres brillaient de lumière. Au manoir des Harrington, cependant, le calme fut troublé par des éclats de voix. Les voisins qui passèrent par là s'arrêtèrent juste le temps d'entendre le bout d'une dispute qui s'échappait de la véranda. À l'intérieur, le ton du colonel Harrington était dur, un aboiement sec résonnant contre les vitres. Sa femme, Margaret, répondit d'une voix cassante, sur la défensive mais tremblante. Miss Marple, passant dans l'allée du jardin, son panier à tricot au bras, remarqua le son avec un intérêt discret. Elle n'avait pas l'intention d'écouter aux portes, mais son ouïe était fine, et elle ne put s'empêcher de saisir une phrase qui lui parut étrange. « Vous le regretterez si jamais ce reçu est retrouvé », tonna le colonel. Ces mots, clairement portés par l'air calme du soir, s'accrochèrent à l'esprit de Miss Marple comme une épine dans le pied. Quel reçu, se demandait-elle, pouvait bien provoquer une telle agitation dans une maison par ailleurs respectable? Le lendemain matin apporta une réponse, ou plutôt une terrible complication. À 8h30, la femme de chambre découvrit le colonel Harrington affalé sur la table de la véranda. Sa tasse de thé gisait brisée sur le carrelage, et à côté, des papiers éparpillés. Le médecin légiste arriva rapidement et déclara que le colonel était mort dans la nuit. « Cause naturelle », murmura d'abord l'inspecteur Craddock. « Cœur, probablement. C'était un ancien soldat. Ce sont des choses qui arrivent. » Mais Miss Marple, debout silencieusement sur le seuil, vit ce que les autres ignorent. La pièce sentait vaguement l'amertume, et parmi les papiers éparpillés sur le sol se trouvait un reçu froissé. Un reçu de véranda. Elle gardait ce petit détail en mémoire. Les voisins commencèrent à discuter, comme le font tous les voisins. Madame Price, de l'épicerie du village, affirma avoir vu Margaret Harrington s'éclipser après la tombée de la nuit, le visage pâle et figé. M. Sims, le jardinier, remarqua que le colonel s'était disputé avec presque tout le monde à propos d'argent, menaçant même de couper l'argent de poche de son neveu. Tout cela se répétait à voix basse, autour d'une tasse de thé et derrière des haies. Miss Marple écoutait, ses yeux bleus pétillants, non, pas d'amusement, mais d'une conscience aiguë de la folie humaine. Elle avait vécu assez longtemps pour savoir que lorsque l'argent et l'orgueil se mêlaient, les esprits devenaient dangereux. Mais un détail la troublait plus que toute rumeur. Lorsqu'on interrogea Margaret Harrington au sujet du reçu, elle prétendit n'en avoir aucune connaissance. Et elle le dit trop vite. Beaucoup trop vite. Les villageois spéculent sans fin. Était-ce du poison dans son thé? Demanda Madame Price. Ou était-ce l'attention due à cette misérable facture de conservatoire? Ricana M. Sims. Mais Mademoiselle Marple restait assise à tricoter, réfléchissant tranquillement. Car elle seule avait remarqué que les mains de Margaret tremblaient, non pas de chagrin, mais de peur. Et c'était la peur, Miss Marple le savait, qui dénotait souvent plus sûrement la culpabilité que le chagrin. Restez avec nous jusqu'à la fin, seulement alors la vérité sera révélée. Le village se réveilla le lendemain de la mort du colonel Harrington avec une étrange impatience. La tragédie avait le don de perturber les routines, mais aussi de réveiller une énergie presque fiévreuse. La queue chez le boulanger était plus longue que d'habitude, non pas parce que les gens voulaient bon plus de pain, mais parce que cela leur donnait l'occasion de s'attarder, de bavarder, de spéculer à voix basse sur ce qui s'était réellement passé dans la véranda. Miss Marple, se rendant chez l'épicier avec son panier en osier bien rangé,
croisa un petit groupe de villageois rassemblés près du bureau de poste. Madame Price, la commerçante, se pencha avec empressement vers Madame Bartlett, arrivée avec ses lettres du matin à la main. « On dit que c'était son cœur, » murmura Madame Bartlett. « Mais j'ai toujours dit que les hommes comme le colonel gardent trop de choses pour eux. Après tous ces accès de colère, toutes ces disputes, il fallait bien qu'ils cèdent. Du cœur, en effet, répondit Madame Price en baissant la voix. J'ai entendu dire que Margaret Harrington avait été vue le visage en larmes hier soir. Et si c'était du chagrin, eh bien, on ne dirait pas. Plutôt de la peur, à mon avis. » À ces mots, Miss Marple dressa l'oreille, sans toutefois faire semblant d'écouter. Elle se pencha légèrement pour ajuster son gant, le visage exprimant une légère indifférence. Elle avait toujours cru que lorsque les villageois chuchotaient, ils révélaient souvent plus de vérité qu'ils ne le pensaient eux-mêmes. À l'intérieur de l'épicerie, on parlait encore. M. Hawthorne, le boucher, était venu acheter des pommes, même si tout le monde savait qu'il mangeait rarement des fruits. « Je vous le dis, » dit-il à qui voulait l'entendre, « on parlait d'argent, et de beaucoup d'argent. Son neveu Richard a failli être coupé, je le sais pertinemment. Le jeune homme a peut-être perdu patience. La jeunesse a tendance à détester l'emprise d'un vieil homme. » C'était une nouvelle, digne d'intérêt. Miss Marple la cacha discrètement. Un neveu dépendait de l'allocation du colonel, et cette allocation menaçait de telles situations, qui suscitent souvent des ressentiments. De retour à son cottage, elle trouva l'inspecteur Craddock debout devant son portail, chapeau à la main. Il l'accueillit avec un sourire ironique, mais ses yeux étaient voilés par l'irritation d'un homme trop souvent contraint d'écouter les ragots. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il. « Je suppose que vous êtes au courant. Tout le village l'a entendu. »« Oui, inspecteur, » répondit-elle doucement en ouvrant son portail. « La mort du colonel Harrington est une triste nouvelle, mais peut-être pas si surprenante que ça. » Craddock lui lança un regard noir. « Tu penses comme eux tous, alors, qu'il y a plus que ça, un cœur qui lâche ?» Miss Marple sourit, vaguement désolée. « Oh, je crois que mon cœur a lâché, inspecteur. Mais parfois, les cœurs ont besoin d'un petit coup de pouce. » Il soupira. « Je savais que tu dirais la même chose. Eh bien, je vais te dire ce que j'ai découvert. La servante jure avoir apporté le plateau du soir du colonel, l'avoir posé et être partie. Personne d'autre dans la maison n'admet entrer dans la véranda. Et pourtant, la tasse de thé raconte une histoire, n'est-ce pas? »« Oui, » murmura Miss Marple. « Si seulement on écoutait. » L'inspecteur fronça les sourcils, peu convaincu mais méfiant. Margaret Harrington prétend être dans sa chambre. Elle dit s'être couchée tôt. Pourtant, le jardinier jure l'avoir vue sortir dans la nuit. Elle le nie, fortement. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquaient faiblement dans son panier tandis qu'elle réfléchissait. Un déni trop véhément impliquait souvent sa propre confession. « Et puis, il y a le neveu, » poursuit Craddock, « le jeune Richard. Il prétend être allé au pub de Much Benham, boire un verre avec des amis. Je vais devoir vérifier, bien sûr, mais entre nous, Miss Marple, cet homme est un sale type. Je dette tout. La coupure des fonds par son oncle a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. »« Un neveu endetté ?» répéta doucement Miss Marple, « et une épouse qui tremble lorsqu'on l'interroge sur un reçu. Curieux, inspecteur, curieux, en effet. » En fin d'après-midi, Miss Marple eut l'occasion de rendre visite à Margaret Harrington. Elle portait un petit pot de gelée de coin, signe de bon voisinage. Margaret, pâle et tremblante, la reçut dans le salon, les mains tremblantes tandis qu'elle versait le thé. « Vous êtes très aimable, Miss Marple, » dit-elle, son regard se portant vers la fenêtre comme si le village pouvait traverser les rideaux. Ce fut un choc terrible, si soudain. Le colonel n'était pas en très bonne santé. « Non ?» demanda doucement Miss Marple.
Pourtant, j'aurais dû le considérer comme un homme robuste, plein de vigueur. Les lèvres de Margaret se pincèrent. Tu le connaissais comme un homme colérique, sans aucun doute. Cela ne lui a pas rendu service. Les disputes, les cris, il ne m'a jamais épargné, tu sais. Mais j'ai toujours pardonné. Une épouse se doit de le faire. Miss Marple, qui avait depuis longtemps cessé de croire à l'infaillibilité du dévouement conjugal, sirotait tranquillement son thé. Son regard se posa sur les mains de Margaret. Elles tremblaient encore, moins de chagrin que de tension. Et là, juste à côté de la soucoupe, gisait un petit morceau froissé, rapidement arraché par le regard de Miss Marple. « Une liste de courses, » dit Margaret trop vite. « Rien du tout. » Le sourire de Miss Marple était bienveillant, son expression vide, comme si elle n'avait pas remarqué sa défensive. Mais elle l'avait remarqué. Elle l'avait beaucoup remarqué. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait à nouveau sur le village, les conversations au pub reprirent de plus belle. Richard Harrington lui-même était là, un verre à la main, riant trop fort, vantant son alibi. « J'ai passé la nuit à Mosh Benham, » disait-il à qui le demandait. Toute la nuit, je dis « Demandez-leur, ils vous le diront. » Je n'ai jamais quitté la pub, mais l'un des hommes qui avait soi-disant bu avec lui secoua la tête lorsque Richard eut le dos tourné. « Il était là, oui, » marmonna l'homme, « mais seulement jusqu'à 9h30. Après ça, eh bien, personne ne l'a vu. » Et ainsi, les soupçons s'approfondirent. Une épouse aux mains tremblantes, un neveu endetté et un reçu que personne ne semblait vouloir trouver. Miss Marple, assise près de sa fenêtre avec son tricot, regardait la nuit. Elle repensa aux paroles qu'elle avait entendues. « Vous le regretterez si jamais ce reçu est retrouvé. » Les paroles d'un homme qui avait des secrets et peut-être des ennemis. Elle sera sa pelote de laine, le regard pensif. Car à St. Mary Mead, la vérité se trouvait rarement là où elle était évidente. Et alors que l'horloge sonnait 9h, un cri retentit du manoir Harrington. Le cri qui interrompit le silence de la nuit fit trembler le village de St. Mary Mead comme une pierre jetée sur une eau calme. Les rideaux tressaillirent, les lampes s'allumèrent, et bientôt, plusieurs paires de pantoufles s'ébranlèrent dans les allées de gravier, tandis que les voisins se hâtaient vers le manoir Harrington. Un cri, à une heure pareille, ne pouvait signifier qu'une chose, des ennuis. Miss Marple, assise près de la fenêtre de son salon, son tricot soigneusement plié sur ses genoux, n'hésita pas. Elle prit son châle et se glissa dehors dans la fraîcheur de la nuit. À son âge, elle n'était pas pressée, pourtant ses pas étaient assurés et résolus, car elle savait, avec la certitude acquise par de longues années d'observation, que de tels cris ne surgissent jamais sans raison. Lorsqu'elle arriva au manoir, un petit groupe de villageois s'était rassemblé devant le portail. Madame Bartlett serra sa robe de chambre contre elle et murmura « C'était Margaret, je le jure !» J'aperçus sa silhouette à la fenêtre de la véranda, les mains sur le visage. L'inspecteur Craddock, alerté presque aussitôt, remontait déjà le sentier, sa lanterne éclairant l'obscurité d'un faisceau perçant. Il se tourna aussitôt vers Miss Marple, le visage ridé par l'irritation. « Encore du grabuge !» murmura-t-il. « Cette maison semble incapable de maintenir le calme. Mieux vaut rester en retrait, Miss Marple. On va voir. » Miss Marple incline légèrement la tête, mais ne recula pas. Elle le suivit, aussi doucement que la marée, et se retrouva bientôt dans la véranda. Là, tremblante et pâle, se tenait Margaret Harrington. Ses yeux étaient écarquillés, sa respiration saccadée. À ses pieds gisait un vase brisé, dont les éclats scintillent parmi les carreaux, tels de minuscules couteaux. Il était là, et elle pleurait. Quelqu'un était là. Je l'ai vu, debout près de la fenêtre, un homme qui me regardait. La lanterne de Craddock se tourna vers les fenêtres de la véranda. Le verre ne reflétait que leurs visages inquiets. Au-delà s'étendait le jardin, sombre et immobile, à l'exception du bruissement des feuilles
dans la brise nocturne. « Aucun signe d'effraction, » dit Craddock d'un ton sec. « Vous êtes certaine d'avoir vu quelqu'un, Madame Harrington ?» Margaret se tord les mains. « J'en suis sûr, le visage d'un homme était collé à la vitre. » Il disparut dès que je criai. Miss Marple pencha la tête, l'air doux. « Et l'auriez-vous reconnu, ma chère? Ou était-ce un inconnu? » Margaret hésita un peu trop longtemps. « Non, dit-elle rapidement. Non, je ne l'ai pas reconnu. Il faisait trop sombre. » Craddock serra les lèvres. « Probablement à cause de vos nerfs, Madame Harrington. Après ce qui s'est passé, il est naturel d'imaginer des ombres. Mais Miss Marple, qui avait passé sa vie à écouter les gens plutôt que leurs paroles, remarqua le tremblement dans la voix de Margaret. Non pas celui de l'imagination, mais celui d'une reconnaissance hâtivement dissimulée. L'inspecteur ordonne une fouille du terrain. Des hommes se déployèrent en éventail, munis de lanternes, arpentant les buissons en s'interpellant. Ils ne trouvèrent aucun intrus, aucune autre empreinte que la leur, aucun signe d'intrusion. Pourtant, l'histoire du cri de Margaret se répandit à l'aube, s'inspirant de chaque récit. Chez le boulanger, on disait que l'intrus était le neveu, venu réclamer ce qu'il croyait lui appartenir. Chez le boucher, l'histoire s'assombrit, une silhouette sans visage revenant réduire Margaret au silence avant qu'elle puisse parler de ce qu'elle savait. Miss Marple, évoluant discrètement parmi les villageois murmurants, hocha simplement la tête, le regard brillant. Car elle aussi avait vu quelque chose cette nuit-là, non pas un visage d'homme à la fenêtre, mais la façon dont les yeux de Margaret Harrington clignaient lorsqu'elle niait la reconnaître. Plus tard dans la matinée, Richard Harrington fait irruption au manoir, son manteau déboutonné, l'air mêlé d'indignation et de malaise. « C'est quoi cette histoire de me voir rôder ?» demanda-t-il. « J'ai déjà entendu ça, et je refuse. J'étais à Much Benham jusqu'à minuit. Demandez à n'importe qui. » L'inspecteur Craddock croisa les bras. « On a demandé. On dit que tu es parti à 9h30. » Le visage de Richard rougit. Il se trompe de mémoire. Trop de bière rend les hommes oublieux. J'étais là, je le jure. Miss Marple, assise tranquillement avec son tricot dans le salon, leva les yeux avec un petit sourire presque absent. « Le problème avec la bière, murmura-t-elle, c'est qu'elle pousse les hommes à exagérer leurs histoires au point de les oublier. Mais peut-être, Richard, te rappelles-tu où tu as marché après avoir quitté la pub? L'air frais peut être tonique, dit-on. » Son regard se posa sur elle, surpris, avant de s'éloigner. « Je suis rentré, » dit-il sèchement, « directement à la maison. Je n'ai rien à cacher. » Mais Miss Marple remarqua la sueur qui perlait sur sa tempe, bien que la pièce fût fraîche. Dans l'après-midi, l'inspecteur Craddock était devenu nerveux. « Nous avons trop d'ombre et pas assez de substance, » dit-il en arpentant la véranda. « Le colonel mort, sa veuve tremblante, son neveu fuyant, et tout le village prêt à fournir des mobiles. Et maintenant, cet intrus fantôme. Si je ne savais pas, je dirais que tout le village essaie de me mener en bateau. » La voix de Miss Marple était douce. « Parfois, inspecteur, les ombres sont plus révélatrices que le fond. Il faut regarder où elles tombent, et sur qui. » Elle se leva et déambula lentement dans la véranda, son regard s'arrêtant sur les débris du vase brisé. Parmi les fragments se trouvait un simple morceau de papier plié, humide d'eau renversée. Elle se pencha, le souleva délicatement et le déplia. Ce n'était ni une lettre, ni un mot, mais un autre reçu, un reçu de conservation, daté d'1 semaine seulement. Elle le tenait à la lumière, l'air indéchiffrable. Margaret halta. Il avait dû tomber. Ça ne veut rien dire. L'inspecteur Craddock fronça les sourcils. Au contraire, Madame Harrington, cela pourrait signifier beaucoup. D'abord votre mari menace pour un reçu, puis un autre apparaît. Vous me pardonnerez si je ne parle pas de coïncidence. Le regard de Miss Marple s'attarda sur le visage de Margaret.
Les lèvres de la femme tremblèrent. Son regard se porta sur son neveu, qui évita complètement son regard. Le silence dans la pièce devient tendu, aussi tendu qu'un fil. Puis, du couloir, un plateau tomba brusquement, lâché par la servante, le visage pâle de peur. « Pardon, monsieur, » balbutia-t-elle, « mais il y a quelque chose que vous devriez voir dans le bureau du colonel. » Cradock se retourna brusquement. « Et maintenant ?» La servante déglutit difficilement. Un tiroir a été forcé. Des papiers sont éparpillés. Et il y a une lettre, adressée à quelqu'un d'autre que Mme Harrington. La pièce tombe dans le silence. Miss Marple plia soigneusement le reçu humide et le glissa dans sa poche, les yeux pensifs. Car s'il y avait une chose qu'elle savait, c'était que lorsque des lettres adressées à des inconnus apparaissaient dans le bureau d'un homme mort, les secrets n'étaient pas loin. Le bureau du colonel était une pièce de bois sombre ornée de lourds rideaux, le genre d'endroit où les secrets pouvaient se loger confortablement dans les tiroirs et les placards. L'inspecteur Cradock poussa la porte et entra à grands pas, sa lanterne projetant de longues ombres sur les murs tapissés de livres militaires et de gravures de chasse. La servante, pâle et tremblante, désigna le grand bureau en chêne. « Voilà, monsieur, » murmura-t-elle. « J'étais en train de faire la poussière quand j'ai vu le tiroir ouvert. Il semblait forcé, comme si quelqu'un l'avait forcé. En effet, la serrure du tiroir avait été fendue, le bois rayé là où une lame ou un outil avait été utilisé. Des papiers jonchaient le bureau dans un désordre insouciant, relevés bancaires, comptes de ménage, vieilles lettres. Et par-dessus ce désordre, plié une fois mais non scellé, se trouvait une enveloppe. Cradock le souleva avec précaution. Sur le devant, de la main ferme du colonel, était écrit un nom inconnu de la plupart des Clara Simmons. Margaret Harrington allait bruyamment. Ses mains se portèrent à sa bouche comme si elle avait prononcé ce nom elle-même. « Je ne sais pas qui c'est, » insista-t-elle rapidement, trop rapidement. « Je n'ai jamais entendu parler d'elle. » Miss Marple, debout, juste derrière l'inspecteur, inclina la tête. « Clara Simmons, » répéta-t-elle doucement, comme si elle goûtait les syllabes. « Pas le nom d'un village, je crois. Peut-être une amie de plus loin. » L'inspecteur déplia la lettre et en parcourut le contenu. Ses sourcils se froncèrent. Il semble que le colonel organisait un soutien financier pour Clara Simmons. Il y est fait référence à des envois d'argent et à des promesses d'en envoyer davantage. Aucune raison n'est précisée. Le silence s'alourdit. Richard Harrington, adossé contre l'encadrement de la porte avec une nonchalance forcée, laissa échapper un rire sec. « Eh bien, il semblerait que le vieil homme ait ses secrets, après tout. Peut-être une femme, hein? Cela expliquerait son avarice envers nous tous. » Margaret se tourna vers lui, les yeux flamboyants. « Comment oses-tu parler autant de ton oncle? C'était un homme d'honneur. »« L'honneur » ricana Richard. « Envoyer de l'argent à Clara Simmons dans ton dos? Si c'est ça l'honneur, alors je suis évêque. » Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquèrent faiblement dans sa poche, tandis qu'elle réfléchissait à l'échange. L'indignation de Margaret semblait sincère, et pourtant il y avait eu ce halètement, cet instant de reconnaissance. Était-ce l'horreur de découvrir une trahison ou la peur d'une vérité qu'elle connaissait déjà? Cradock reposa la lettre sur le bureau. « Il nous faudra retrouver Clara Simmons. Si elle recevait de l'argent du colonel, elle avait peut-être des raisons de savoir pourquoi quelqu'un voulait sa mort. » La servante s'agita, mal à l'aise. « Pardonnez-moi, monsieur, mais je me souviens que le colonel recevait souvent des lettres épaisses, timbrées à Londres, toujours de la même écriture, je crois. Était-ce la sienne? » « Un souvenir utile, » murmura gentiment Miss Marple. « Londres, dites-vous? Cela réduit le cercle. » Mais tandis que l'inspecteur insistait pour obtenir plus de détails, le regard de Miss Marple s'était à nouveau posé sur les papiers éparpillés. Parmi les comptes, elle remarqua un bout de papier à moitié déchiré qui semblait déplacé, un fragment de papier à lettres, simple mais maculé d'encre. Elle se pencha,
le souleva et le lissa délicatement. Seuls quelques mots lisibles formaient des reçus joints comme preuve. Elle range soigneusement le morceau parmi les papiers, comme distraite, alors que son esprit était tout autre. Une nouvelle mention d'un reçu. Le colonel l'avait crié. On en avait trouvé un dans la véranda, et voilà que ce morceau déchiré refait surface dans le bureau. Craddock congédia la femme de chambre et ordonna de verrouiller le bureau jusqu'à nouvel ordre. Alors que le groupe retournait dans le hall, Madame Price, de l'épicerie du village, qui avait pris l'initiative d'arriver sans y être invitée, attendait déjà dans l'entrée. « Alors ?» demanda-t-elle, essoufflée. « Est-il vrai qu'il y a une autre femme ?» Craddock fronça les sourcils. « C'est une affaire de police, Madame Price. Veuillez garder vos spéculations pour vous. » Mais Miss Marple se contenta de lui adresser un sourire bienveillant. « La spéculation est souvent le germe de la vérité, ma chère. Mais, bien sûr, il faut se garder de l'arroser trop vite. » Les rumeurs allaient se répandre de toute façon. Le lendemain matin, Clara Simmons était sur toutes les lèvres. Chez le boulanger, elle était une amante mystérieuse. Chez la couturière, on entretenait secrètement une parente pauvre. Au pub, on cherchait la fortune du colonel. Pendant ce temps, Margaret Harrington restait dans sa chambre, refusant les visites, tandis que Richard se pavanait dans le village d'un air triomphant. « Vous voyez » déclaration haut et fort à qui voulait l'entendre. Le colonel n'était pas le saint qu'on croyait. Ses ennemis ne sont pas que moi. Mais Miss Marple remarqua quelque chose de révélateur. Malgré toutes les vantardises de Richard, son regard s'attardait avec inquiétude sur chaque conversation, mesurant l'accueil que le village avait réservé à cette nouvelle histoire. Et lorsque Mme Bartlett lui demanda s'il avait déjà entendu le nom de Clara Simmons, il répondit pas encore. Sa main, tenant son verre, tremblait juste assez pour en renverser une goutte. Ce soir-là, l'inspecteur Craddock retourna dans la serre, déterminé à recoller les morceaux. Miss Marple était déjà là, assise sereinement parmi les plantes, comme si elle y avait grandi. « Tu sembles vivre ici, maintenant, » dit Craddock sèchement. « C'est un endroit très agréable pour tricoter, » répondit Miss Marple. « Et on voit des choses dans les vérandas qu'on ne voit pas dans les salons. » Craddock se frotta les tempes. Cette lettre soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Si le colonel était mêlé à une femme, ou à qui que ce soit, alors peut-être que toute cette histoire est une question d'argent, d'héritage, de chantage. Et pourtant, Miss Marple leva les yeux, l'air doux, mais les mots posés. Et pourtant, inspecteur, parfois, ce n'est pas la présence d'un nom qui compte, mais la façon dont les autres réagissent à son audition. Craddock fronça les sourcils, perplexe. Qu'est-ce que ça voulait dire? Cela signifie, dit doucement Miss Marple, que j'aimerais beaucoup savoir pourquoi Madame Harrington avait l'air d'avoir vu un fantôme lorsque vous avez lu le nom de Clara Simmons. L'inspecteur se tut, la fixant du regard, car dans le silence de la véranda, ces paroles avaient un poids indéniable, et quelque part, à l'étage, derrière une porte fermée, Margaret Harrington pleurait dans son mouchoir, non pas de chagrin, mais de peur de ce qui pourrait être découvert ensuite. Le lendemain matin, le nom de Clara Simmons est devenu la phrase la plus fréquemment prononcée à St. Mary Mead. Difficile de franchir le seuil de l'épicerie sans l'entendre murmurer, ou de s'arrêter à la poste sans y entendre des bribes de spéculation. Dans un endroit où le moindre changement de rideau pouvait alimenter une semaine de discussion, l'irruption soudaine d'une femme mystérieuse dans les affaires du colonel était comme verser de l'huile sur des charbons ardents. Miss Marple, comme à son habitude, vaquait à ses occupations avec un calme absolu. Elle ne recherchait ni n'encourageait les ragots, mais écoutait avec cette discrétion qui, chez elle, encourage les autres à en dire bien plus qu'ils ne le souhaitaient. Chez le boulanger, Madame Price se pencha par-dessus le comptoir, la voix basse, mais pressante. « Une londonienne, à ce qu'on dit.
Imaginez que tous ces voyages du colonel, soi-disant pour affaires, n'étaient peut-être pas des voyages d'affaires du tout. Madame Bartlett, qui faisait la queue derrière Miss Marple, ajouta sa pointe de certitude. « Eh bien, cela explique pourquoi Margaret Harrington avait toujours l'air si gênée. Elle devait le savoir. Aucune femme ne manque de remarquer les écarts de cœur de son mari. Je l'ai dit à mon Arthur, et il a acquiescé. » Miss Marple accepta son pain avec un sourire poli. Le problème avec les explications, ma chère Madame Bartlett, c'est qu'elles rendent rarement compte de tous les faits. Chanson imagine souvent l'histoire la plus simple, alors que la vérité a tendance à être plus compliquée. Ces paroles douces, bien que vagues en apparence, eurent pour effet de calmer la conversation un instant. Pourtant, lorsqu'elle arriva chez le marchand de légumes, le récit prit une nouvelle tournure. M. Sims, le jardinier, discourait près des cageots de choux. « Je vous le dis, le colonel avait assez d'ennemis comme ça, déclara-t-il. Des disputes d'argent, des disputes de terre. À mon avis, Clara Simmons n'était pas une tendresse. Plus probablement, elle le faisait chanter. Cela expliquerait les paiements. »« Du chantage ?» s'exclama Madame Price après avoir suivi les rumeurs de la boulangerie. « C'est logique, non ? Et Margaret Harrington l'a sans doute découvert et y a mis un terme. » Miss Marple inclina gentiment la tête. « Une telle suggestion était plutôt dure, vous ne trouvez pas ? La pauvre Margaret est déjà très affligée. » M. Sims grogna. « Désolé, certes, mais elle n'était pas la seule à avoir raison. Son neveu, Richard, se pavanait dans le village comme s'il en était le propriétaire. Croyez-moi, il connaissait Clara Simmons avant nous tous. Ça se lit dans ses yeux. Richard Harrington n'échappa pas à la vigilance ce jour-là. Il apparut au pub vers midi, commandant une bière d'un air provocateur. Plusieurs hommes se rassemblèrent près de lui, la voix volontairement forte. Alors, cette Clara Simmons, dit-on, est-elle une femme aisée? Ou juste un joli visage avec des poches vides? A ajouté un autre. Richard posa sa chope d'un coup sec. Je ne connais pas cette femme, je n'en ai jamais entendu parler. Vous feriez mieux de vous taire sur les sujets qui ne vous concernent pas. Ça ne nous concerne pas? S'exclama le premier homme. Un colonel est mort dans notre village, un nom mystérieux retrouvé dans son bureau. Bien sûr que ça nous concerne, et vous, avec votre allocation réduite, vous avez tout à gagner de sa disparition. Un silence s'abattit sur la pièce. Le visage de Richard devint écarlate. Il marmonna quelque chose à propos d'imbéciles et de menteurs, puis sortit en trombe, ses bottes claquant sur les pavés à un rythme effréné. Miss Marple, qui avait choisi une place près de la fenêtre pour son thé, observait la scène avec un intérêt discret. Elle remarqua la fureur dans la démarche de Richard, mais aussi le léger tremblement de malaise dans ses mains lorsqu'il alluma une cigarette dehors. Colère et peur allaient souvent de pair. Plus tard dans la soirée, Miss Marple fut invitée à dîner chez le vicaire et sa femme, Griselda. Aucune maison du village n'était mieux informée des conversations locales que le presbytère. Devant un hachis parmentier et une crème anglaise, Griselda secoua la tête, consternée. Tout le village s'emballe. Ils ont déjà décidé que Margaret avait empoisonné son mari par jalousie. Quant à Richard, la moitié d'entre eux sont prêts à le traîner. À la potence pour ses excès de jeu. C'est honteux. Le vicaire, toujours mesuré, ajouta « Mais on ne peut nier que les circonstances paraissent regrettables. Une épouse qui nie être au courant des reçus, un neveu endetté, et maintenant cette inconnue Clara Simmons. » Miss Marple l'interrompit doucement, les yeux rivés sur son tricot. « Sans que nous le sachions, peut-être, mais pas, je crois, pour Madame Harrington. » Le vicaire la regarda d'un air sévère. « Tu crois qu'elle a menti ?» Miss Marple sourit faiblement. « Oh, elle n'a pas menti. Ce serait cruel. Disons qu'elle a omis une vérité qu'elle craignait de partager. Les femmes le font souvent, quand leur dignité est en jeu. » Griselda se pencha en avant avec empressement. « Alors tu crois que Margaret sait qui est Clara Simmons? »
Miss Marple haussa légèrement les épaules. On pouvait voir ses yeux s'agiter à l'évocation de ce nom. Ce n'était pas une surprise, ma chère, mais une reconnaissance. Le repas terminé, Miss Marple rentre chez elle sous les étoiles, son châle tiré vers le bas. Elle repensa aux histoires de la journée, toutes plus riches les unes que les autres. Les ragots, elle le savait, étaient comme de la fumée qui s'échappait, se déformait, obscurcissait, mais ils naissaient toujours d'une flamme. Arrivée à son chalet, elle s'arrêta devant le portail, car elle remarqua quelque chose d'étrange. Sur le chemin, devant sa porte, se trouvait un morceau de papier plié, peut-être emporté par le vent. Elle se baissa et le ramassa. C'était un coin déchiré d'une enveloppe, portant seulement les initiales CS à peine griffonnées. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Elle glissa le morceau dans son sac à tricot, son esprit s'occupant déjà de tricoter ses fils avec les autres. Et tandis que l'horloge de l'église sonnait 9 heures, elle murmura doucement « Comme c'est curieux. Clara Simmons est plus proche de nous que quiconque ose l'imaginer. La découverte de l'enveloppe déchirée, marquée des initiales C, Santa Miss Marple toute la nuit. C'était le genre de détail que d'autres auraient pu trouver insignifiant, mais elle savait qu'il n'en était rien. D'après son expérience, de petits détails révélaient souvent de plus grandes vérités. Le lendemain matin, le ciel était gris, les nuages bas, comme si le ciel lui-même désapprouvait les troubles à St. Mary Mead. Le manoir Harrington était toujours au centre de l'attention. Les villageois marchaient un peu plus lentement en passant devant ses portes, le regard attiré par les hautes fenêtres comme s'ils espéraient apercevoir le scandale lui-même. L'inspecteur Craddock arrive à la maison peu après le petit déjeuner. Il avait à peine fini d'ôter son manteau que Margaret Harrington se précipita vers lui, le visage pâle et tiré. « Inspecteur, une chose terrible s'est encore produite. Venez vite. » Elle les conduisit, ainsi que Miss Marple, dans le bureau, où le bureau, fermé à clé la veille, était à nouveau ouvert. Des papiers étaient éparpillés dans un désordre encore plus grand, comme si quelqu'un avait cherché désespérément quelque chose. Et sur le sol, déchiré en deux, gisait la lettre adressée à Clara Simmons. Le visage de Craddock s'assombrit. « J'ai moi-même scellé cette pièce hier. Qui y avait accès? »« Personne, » insista Margaret d'une voix tremblante. « La clé était avec toi, n'est-ce pas? » Miss Marple se pencha lentement, rassemblant les deux moitiés de la lettre. Elle examina les bords déchirés avec un murmure pensif. Celui qui avait fait cela ne cherchait pas seulement à lire la lettre, il souhaitait la détruire. Cela suggère qu'elle contenait quelque chose de dangereux. Margaret se tord les mains. Mais pourquoi? Que pouvait bien signifier Clara Simmons pour quiconque ici? Craddock lui lança un regard noir. « C'est précisément ce que j'aimerais savoir, Madame Harrington. » À ce moment-là, la femme de chambre fit irruption, blanche comme un linge. « Monsieur l'inspecteur, il y a eu un autre accident dans la véranda. » Ils se dépêchèrent aussitôt. Là, près du seuil carrelé, gisait Richard Harrington. Il était conscient, mais gémissait, se tenant la tête. À côté de lui se trouvait un lourd pot en marbre, renversé, le bord fissuré à l'endroit où il avait heurté le sol. Craddock se pencha vers lui. « Que s'est-il passé, Richard » Richard grimaça, la voix tremblante. « Je ne sais pas. Je suis entré pour chercher des papiers que j'avais laissés. Et puis, soudain, quelque chose est tombé. Je jure avoir vu une main pousser, puis plus rien que l'obscurité. » Margaret haleta. Une tentative d'assassinat. « Oh, inspecteur, il semble que nous soyons maudits. » Richard peina à s'asseoir, le fusillant du regard. « Quelqu'un veut se débarrasser de moi, voilà ce que c'est. D'abord mon oncle, maintenant moi. Et vous me soupçonnez tous? Peut-être que maintenant vous croyez que je ne suis pas le méchant. » L'expression de Craddock restait sombre. Pratique, en effet. Pourtant, si quelqu'un essayait vraiment de vous réduire au silence, cela soulèverait plus de questions qu'il n'apporterait de réponses.
Miss Marple se tenait silencieusement près du pot tombé, son regard scrutant la position des tessons. Il faudrait une certaine force pour renverser un objet aussi lourd de son support, dit-elle doucement, et de la précision aussi, pour être sûre qu'il touche si près de la tête. Pas un accident, je suppose, mais il faut se demander à qui profite le fait de vous effrayer, Richard, ou de vous faire disparaître complètement. Richard fronça les sourcils. C'est évident, non? Ma tante. Elle me déteste. Elle ne rêvait que de me voir partir. Margaret se hérissa. Comment oses-tu? J'ai déjà assez souffert sans de telles accusations ignobles. Tu n'as fait que jeter la honte sur cette famille avec tes dettes et tes scandales. La dispute s'enflamma, vive et amère, résonnant dans la pièce aux parois de verre. Cradock leva brusquement la main. « Assez! Vous vous entretuez avant que j'apprenne la vérité. Madame Harrington, Richard, vous êtes tous deux suspects jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. Aucun de vous ne doit quitter la maison sans que je le sache. » Un silence empreint de ressentiment s'abattit sur la pièce. Richard soignait sa tête meurtrie, Margaret s'essuyait les yeux avec un mouchoir en dentelle, et l'inspecteur commença à interroger les domestiques un par un. Pendant ce temps, Miss Marple déambulait lentement dans la véranda. Elle s'arrêta près de la fenêtre du fond, où une fine trace de terre marquait le rebord. D'un doigt ganté, elle la toucha, puis regarda le jardin au-delà. La terre y était remuée, comme si un pied avait appuyé lourdement sur elle dans la nuit. Elle ne dit rien, se contentant de consigner cette observation avec les autres. Un deuxième crime avait été tenté, et bien qu'il ait échoué, il avait laissé des traces visibles à tous ceux qui avaient la patience de les observer. Tandis que l'inspecteur rassemblait ses notes, il murmura « D'abord une mystérieuse femme à Londres, maintenant une lettre déchirée et une agression contre le neveu. Si je ne savais pas, je dirais que cette famille est assise sur un nid de secrets. » Miss Marple esquissa un sourire doux. « Vous le savez bien, inspecteur. Les secrets sont rarement confinés aux familles. Ils ont tendance à s'infiltrer, touchant tous ceux qui les entourent. Ce soir-là, tandis qu'un silence gêné régnait au manoir, Miss Marple était assise près du feu, tricotant. Elle ne songeait pas aux disputes dont elle avait été témoin, ni même à la prétendue évasion de Richard, mais à l'étrange persistance de ses reçus. L'un dans la véranda, l'autre mentionné dans le morceau déchiré du bureau, et maintenant une lettre détruite, comme si elle dissimulait la preuve la plus dangereuse de toutes. Ses aiguilles claquaient doucement. Quelque part parmi ces fils se trouvait un motif, et une fois révélée, la vérité ne tardera pas à apparaître. Et dehors, au-delà de sa fenêtre, une ombre s'attarda dans la ruelle plus longtemps que nécessaire avant de disparaître dans l'obscurité. Le lendemain de l'évasion de Richard, le village de St. Marymead était en proie aux spéculations. Certains parlaient d'un accident, d'un faux pas sous la lourde marmite, d'autres juraient qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat, d'un avertissement pour le réduire au silence. Quelle que soit la vérité, chaque boutique, chaque pas de porte, chaque salon bourdonnait de conjectures. Miss Marple, qui connaissait le pouvoir des langues oiseuses, résolut d'écouter attentivement. Car si les ragots étaient souvent voilés, ils contenaient des traces de vérité comme des miettes sur un chemin. Sa première visite fut au presbytère, où Griselda l'accueillit avec un mélange d'inquiétude et d'empressement. « Tu sais, Jane, on dit que Richard a failli être écrasé dans cette véranda. Imagine, c'est affreux, bien sûr, mais on se demande ce qu'il sait pour que quelqu'un veuille le réduire au silence. » Le vicaire, polissant ses lunettes non loin de là, intervint en fronçant les sourcils. « Vraiment, Griselda, il ne faut pas encourager les théories les plus folles. Pourtant, si c'était délibéré, quelqu'un devait craindre Richard. Cela limite le débat, n'est-ce pas? » Miss Marple sourit faiblement en s'installant dans son fauteuil. « Étroit, peut-être, mais pas encore clair. Voyez-vous,
La peur n'habite pas seulement ceux qui connaissent les secrets. Parfois, la peur habite ceux qui s'imaginent que des secrets pourraient être découverts. Griselda se pencha en avant, les yeux brillants. « Tu parles de Margaret? On dirait qu'elle porte le poids d'une confession à chaque fois que je la vois. Et pourtant, elle insiste sur le fait qu'elle ne savait rien de cette Clara Simmons. » Les aiguilles à tricoter de Miss Marple bougeaient doucement sur ses genoux. « Oui, ma chère, mais ses yeux disaient autre chose. Le silence d'une femme peut être plus éloquent que ses paroles. » Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple se rend au manoir Harrington. Elle trouva Margaret Harrington assise dans le salon, pâle et les traits tirés, son mouchoir froissé au poing. L'atmosphère de la maison était pesante, comme si chaque pièce murmurait des querelles passées et des secrets encore cachés. « Ma chère, dit doucement Miss Marple, comment supportez-vous tant de discussions? » Les lèvres de Margaret se pincèrent. « Le village parlera toujours. Ils n'ont jamais aimé mon mari, vous savez. Trop sévère, trop fier. Et maintenant, ils ne me laisseront plus jamais en paix. » Le regard de Miss Marple était doux, mais perçant. Parfois, Madame Harrington, les paroles cachent la pitié plutôt que la malice. Pourtant, je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi vous avez semblé si surprise lorsque l'inspecteur a lu le nom de Clara Simmons. Si vous ne le connaissiez pas, pourquoi vous a-t-il frappé si violemment? Les mains de Margaret tremblaient. Elle se détourna et regarda par la fenêtre. Ce n'était qu'une surprise, rien de plus. « Peut-être, » murmura Miss Marple en reportant son regard sur son tricot, « mais la surprise est rarement suivie de larmes. Pardonnez l'observation d'une vieille femme, mais les larmes naissent généralement de la reconnaissance. » Margaret se leva brusquement. « Je ne peux pas en parler. »« Tu ne comprendrais pas. » Miss Marple lui adressa un sourire aimable. « Vous seriez surprise, ma chère, de ce que je peux comprendre. » La conversation s'est arrêtée là, mais Miss Marple est partie avec le sentiment que Margaret Harrington ne se protégeait pas seulement elle-même, mais aussi quelqu'un d'autre. Ce soir-là, Miss Marple rencontre Richard par hasard dans le chemin près de Anne-l'Auberge. Il paraissait épuisé, ses vêtements en désordre, le visage pâle sous l'audace dont il faisait si souvent preuve. « Eh bien, tante Jane, » dit-il amèrement. Bien qu'elle n'ait aucun lien de parenté, les villageois utilisaient parfois le terme « j'imagine qu'ils disent de tous que j'ai essayé de me suicider, hein ?» pour attirer la sympathie. Miss Marple le regarda avec douceur. « On raconte beaucoup de choses, Richard. Mais j'ai toujours trouvé la vérité moins extravagante que les ragots. Pourquoi ne me dis-tu pas où tu étais vraiment ce soir-là, après avoir quitté la pub de Mudge Benham ?» Les yeux de Richard se sont détournés. « J'ai tout raconté à l'inspecteur. Je suis rentré chez moi. » La voix de Miss Marple reste douce. « Non, Richard. Tu lui as dit ce que tu voulais qu'il croie. Mais d'autres disent que tu étais parti à 9h30 et que personne ne t'a revu. Où es-tu allé? » Il s'agita, mal à l'aise, cherchant une cigarette dans ses mains. « Je marchais. C'est tout. » Arpentant les ruelles, réfléchissant. Mon oncle était un démon pour moi, vous savez. Il tenait toujours les cordons de la bourse. J'ai peut-être pensé à l'affronter, mais je ne l'ai pas fait. Je jure que non. Le regard de Miss Marple s'adoucit, même si son esprit s'emballa. Réfléchir peut être dangereux si on le fait au mauvais endroit. Je me demande si vous pensiez près de la véranda. Richard rougit de colère. J'en ai assez dit. Crois ce que tu veux. Il s'éloigna, ses pas irréguliers sur les pierres. Miss Marple le regarda partir. Son attitude défensive était aussi révélatrice qu'un aveu. Non pas de meurtre, peut-être, mais d'une information qu'il craignait de révéler. Ce soir-là, dans son cottage, Miss Marple repensa aux conversations de la journée. Le silence tremblant de Margaret, les esquives de Richard, le bavardage enthousiaste du village, tout cela dénotait un réseau de secrets plus épais que du lierre autour d'un vieux mur. Et pourtant,
À travers l'enchevêtrement, le motif des reçus brillait comme des fils d'argent. Quelqu'un avait détruit une lettre, en avait caché une autre et tremblait à leur évocation. Alors que Miss Marple posait son tricot, elle se demanda à haute voix « Avez-vous déjà deviné qui ment ?» L'horloge résonna en réponse, régulière et imperturbable, tandis qu'à l'extérieur, dans la ruelle, un autre observateur s'attarda trop longtemps dans l'ombre avant de se fondre dans la nuit. Le lendemain matin, une humidité glaciale régnait à Sainte. Mary Mead, le genre de temps qui incitait à rester chez soi, rideau à moitié tiré. Pourtant, le silence ambiant ne parvenait guère à apaiser les spéculations agitées autour de la famille Harrington. Miss Marple, cependant, ne se contentait pas de bavardages inutiles. Elle avait prévu de revenir au manoir, sous prétexte poli d'apporter à Margaret Harrington un bouillon revigorant. L'inspecteur Craddock était déjà là, arpentant le bureau avec une énergie débordante. Son chapeau était enfoncé sur sa tête et son expression portait la marque d'un homme jonglant avec trop de contradictions. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il, bien que l'accueil fût vif. « Je crains que l'affaire ne s'aggrave d'heure en heure. Chaque piste que nous suivons semble se réduire à des demi-vérités. » Miss Marple posa doucement son panier et regarda autour d'elle, les yeux rivés sur le bureau. « Inspecteur, les nœuds peuvent encore être démêlés, mais il faut de la patience et une bonne perspective. » Craddock poussa un soupir las. « J'ai fait inspecter le bureau par le menuisier ce matin. Il semble qu'il y ait un compartiment caché, plutôt astucieusement conçu. Le colonel n'était pas homme à tout confier aux banques, semble-t-il. » À ces mots, le regard de Miss Marple s'illumina légèrement, sans toutefois trahir la surprise. Ensemble, ils observèrent le menuisier appuyé sur un panneau au fond du tiroir inférieur. Avec un léger clic, un faux panneau céda, révélant une cavité peu profonde. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents reliés par une ficelle, et en dessous, un fin carnet de notes en cuir. L'inspecteur dénoue la ficelle et étale les papiers sur le bureau. Comptes de famille, lettres et reçus en sortent. À nouveau, le mot reçu se faufila dans le mystère comme un refrain persistant. Miss Marple tend délicatement la main. Un document attira immédiatement son attention. Un reçu du conservatoire pour une livraison coûteuse d'orchidées rares. Il datait d'il y a 2 mois. Au bas du reçu, griffonné de la main du colonel, figurait « Paiement intégral ». Plus aucune réclamation. « C'est étrange », murmura-t-elle. « Pourquoi se sentirait-on obligé de prendre une telle note, à moins qu'il ne craigne que quelqu'un la conteste plus tard ?» Craddock fronça les sourcils, à moins qu'il ne veuille se rappeler une dispute. Le colonel n'était pas homme à payer sans ressentiment. L'inspecteur ouvre ensuite le carnet de cuir. Ces pages contenaient des colonnes de chiffres bien ordonnées, mais étaient entrecoupées des initiales C, S répétées plusieurs fois à côté des sommes d'argent. « La revoilà », murmura Craddock. « Clara Simmons. Des paiements mensuels. Plus qu'une simple connaissance, c'est sûr. » Margaret Harrington, entrée à contre-cœur dans la pièce, laissa échapper un petit hoquet avant de se couvrir la bouche de son mouchoir. « Je vous l'ai dit, » insista-t-elle faiblement, « je ne sais rien de cette femme. » Les yeux de Miss Marple se posèrent doucement sur elle. « Et pourtant, Madame Harrington, vous ne semblez pas surprise. Peut-être serait-il plus rassurant de partager ce qui vous inquiète tant ?» Margaret se détourna. « Ce n'est pas mon rôle. Quels que soient les défauts de mon mari, ce n'est pas à moi de les dénoncer. » La patience de Craddock fut mise à rude épreuve. Taire la vérité nous nuit à tous, Madame Harrington. Si vous savez qui est Clara Simmons, parlez-en. Mais Margaret secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas. Tu penseras mal de moi si je le fais. » L'inspecteur marmonna dans sa barbe, mais ne dit rien de plus. Tandis qu'il parcourait les papiers, une enveloppe plus petite glissa hors de sa poche. Miss Marple la ramassa avant lui, examinant l'adresse. Elle n'était pas adressée à Clara Simmons, mais à un notaire de Londres.
À l'intérieur se trouvait un projet de Nouveau Testament, non signé, mais manifestement rédigé. Craddock lut rapidement, les sourcils levés. Richard était presque entièrement exclu. Il lègue l'essentiel de la succession à Madame Harrington, avec une partie réservée en fiducie à Clara Simmons. Richard lui-même choisit ce moment pour entrer dans le bureau. Il en avait assez pour s'emporter. « C'est quoi, ce baratin? Mon oncle ne me couperait jamais complètement les vivres. Tu inventes des mensonges pour me piéger. » Craddock brandissait le document. « Ce n'est pas un mensonge. Il semble que le colonel ait voulu vous réduire à une misère, et à mon avis, cela vous donne un mobile plus fort que quiconque. » Le visage de Richard s'assombrit. « Alors, tu vas tout me mettre sur le dos? Pratique. Mais peut-être était-ce Margaret qui voulait qu'il parte pour hériter de tout. » Margaret s'écria, le visage rouge de colère. « Comment oses-tu? J'ai supporté son caractère pendant des années, mais je ne lui ferai jamais de mal. » La salle s'est transformée en une accusation amère, les voix s'entrechoquent jusqu'à ce que l'inspecteur aboya pour le silence. Pendant tout ce temps, Miss Marple resta assise sereinement, les yeux fixés non pas sur leur visage, mais sur le carnet étalé sur le bureau. Son tricot reposait sur ses genoux, oublié pour l'instant. Elle remarqua un détail étrange, les paiements marqués CS s'étaient soudainement arrêtés il y a 3 semaines, sans explication, sans suite. C'était comme si Clara Simmons avait disparu ou avait été réduite au silence. Doucement, elle demande à l'inspecteur « Nous lui demandons si Clara Simmons elle-même est toujours en vie ?» Le silence retombe dans la salle. Craddock cligna des yeux, comme frappé par la simplicité de cette pensée. Par le ciel, j'étais tellement concentré sur la mort du colonel que je n'avais pas envisagé qu'elle pourrait aussi être une victime, si elle cessait de recevoir de l'argent. Miss Marple sourit faiblement. Alors peut-être que la mort du colonel n'est pas le seul crime qui devrait nous préoccuper. Les mots flottaient dans l'air, lourds de suggestions, et dehors, à ce moment précis, un garçon de télégramme remontait furieusement la ruelle à vélo, un bout de papier dans sa sacoche adressé à l'inspecteur Craddock. Le cliquetis des roues de vélo sur l'allée de gravier fit sursauter l'assemblée tendue du bureau Harrington. Le garçon du télégramme, les joues de Dame rouges d'effort, descendit rapidement de cheval et se précipita à l'intérieur, casquette à la main. Il tendit à l'inspecteur Craddock un bout de papier jaune, la voix hachée par l'urgence. « Pour vous, monsieur, priorité marquée. » Craddock déchira l'enveloppe. Il parcourut le message du regard et haussa les sourcils de surprise. Il venait de Scotland Yard. Ils ont enquêté sur Clara Simmons. À ce nom, la pièce sembla se serrer. La main de Margaret s'immobilisa sur son mouchoir. Richard s'agita, mal à l'aise, et même la servante qui rôdait près de la porte se pencha en avant, la curiosité lue sur son visage. Craddock lut à voix haute, chaque mot chargé de sens. Clara Simmons, habitante de Bloomsbury, Londres, ancienne gouvernante, connue pour ses moyens modestes, portée disparue il y a 3 semaines, vue pour la dernière fois quittant son logement le soir, destination inconnue. Enquête policière en cours. Un silence s'abattit sur la pièce. Miss Marple joignit soigneusement les mains sur ses genoux, ses yeux bleus pétillant non pas de joie, mais d'une lueur de compréhension sinistre. Ainsi, dit-elle doucement, les paiements cessèrent au moment même où Clara Simmons disparaissait. Curieux, en effet. Richard eut un rire nerveux, mais qui sonnait creux. Disparue? Elle a probablement filé quelque part. Les femmes font ça, n'est-ce pas, en quête d'aventure ou d'un homme riche pour prendre soin d'elle. Margaret se tourna brusquement vers lui. « Comme tu es insensible, Richard. La disparition d'une jeune femme n'est pas une affaire à prendre à la légère. Et, intervint doucement Miss Marple, cela n'est pas sans rapport avec la mort de votre mari, Madame Harrington. 2 disparitions de fortune, l'une d'un homme de cette maison, l'autre d'une femme de Londres, liées par l'argent, le secret
et les reçus, il est très difficile de passer pour une coïncidence. Cradock se mit à faire les 100 pas, télégramme serré à la main. Si le colonel soutenait Clara Simmons et qu'elle disparaissait juste au moment où l'argent s'arrêtait, alors peut-être l'avait-il interrompu, elle l'avait peut-être menacé, et il s'interrompit à son tour, la mine renfrognée. Zut, les possibilités se multiplient au lieu de se réduire. Le visage de Margaret était devenu pâle. « Si Clara est morte, pensez-vous que ce soit mon mari ?» Elle s'interrompit brusquement, les lèvres pincées. La voix de Miss Marple était calme et rassurante. « Il serait mal avisé, ma chère, de terminer cette phrase à voix haute. La vérité éclatera en son temps. Ce qui compte, ce ne sont pas les spéculations, mais l'observation. Et l'observation nous apprend que votre mari craignait ce reçu plus que tout. Il faut se demander pourquoi. » Richard, de plus en plus agité, frappa du poing sur le bureau. « C'est ridicule! Vous courez tous après des bouts de papier pendant que je suis traité comme un criminel. Je n'ai rien à voir avec Clara Simmons ni avec la mort de mon oncle. Je vous demande d'arrêter ces bêtises et de laver mon nom. » Cradock lui lança un regard noir. « Tu laveras ton nom quand les faits le confirmeront, Richard. En attendant, tu resteras suspect comme les autres. » Miss Marple jeta un coup d'œil à Richard, l'air doux, presque bienveillant. « Mon cher, les protestations sont naturelles, mais parfois, plus un homme proteste fort, plus il en révèle. » Richard la fusilla du regard mais ne dit rien de plus. Ce soir-là, alors que l'obscurité s'installe sur le village, la nouvelle du télégramme se répand comme une traînée de poudre. Chez le boulanger, Clara Simmons est déclarée fille secrète du colonel. Chez le boucher, on la prenait pour une maîtresse chanteuse intrigante. Lorsque l'histoire parvint à l'auberge, elle s'était transformée en espionne étrangère. Chaque version se complexifia, mais aucune ne répondit à la question pressante. Pourquoi avait-elle disparu au moment même où les affaires du colonel devenaient périlleuses? Miss Marple, assise près de son foyer avec son tricot, laissait les conversations du village tourbillonner autour d'elle. Elle s'intéressait moins au brouillon des ragots qu'au point minuscule et constant qui restait le même, quel que soit le présentateur. Clara Simmons avait disparu 3 semaines auparavant. Le colonel est mort peu après. Et entre eux planait l'ombre de ses reçus. Le lendemain matin, une nouvelle agitation se produisit. La femme de chambre, en rangeant la véranda, découvrit un petit gant de cuir coincé derrière l'un des supports à plantes. Il était délicat, visiblement celui d'une femme, et portait de légères traces de terre. Elle le porta en tremblant à l'inspecteur Cradock. Margaret devint blême en le voyant. « Ce n'est pas à moi, » dit-elle rapidement. « Je n'ai jamais eu de gants de ce genre. » Cradock l'observa attentivement. Personne n'avait suggéré que c'était la vôtre, Madame Harrington. Pourquoi cette hâte à le nier? Ses lèvres tremblaient. J'ai l'impression que chaque découverte est dirigée vers moi. Je ne peux pas le supporter. Miss Marple, qui avait pris le gant délicatement en main, observa la couture. « De fabrication ?» murmura-t-elle. « Non vendu dans nos boutiques de village, peut-être même à Bloomsbury. On se demande si Clara Simmons a visité cette serre. » La révélation fait frissonner à nouveau la maisonnée. Si Clara était allée à St. Mary Mead, le mystère s'alourdit encore. Miss Marple posa soigneusement le gant. Les reçus, les lettres, les gants, tout cela raconte des histoires que personne ne raconte. Mais l'histoire la plus intéressante, je crois, est celle de celui qui a tant cherché à les cacher. Son regard parcourut la pièce, s'arrêtant brièvement sur Margaret, puis sur Richard, puis sur la servante silencieuse. Chacun tressaillit tour à tour, comme si le poids d'un savoir caché pesait trop lourd sur eux. Et de l'extérieur, le son des cloches de l'église résonnait dans tout le village, solennel et résonnant comme pour leur rappeler à tous que le temps marchait vers une réponse, qu'ils l'accueillent ou non. La découverte du gant de femme bouleversa le village presque autant que la mort du colonel elle-même, si Clara Simmons avait bel et bien posé le pied à St. Mary Mead, le mystère s'étendait alors de Londres jusqu'au cœur même de leur ruelle tranquille,
Les villageois débattent sans fin pour savoir si elle avait été la maîtresse du colonel, sa pupille, ou peut-être même sa fille. Aucun ne parvenait à se mettre d'accord, mais tous s'accordent sur un point. Sa présence, si elle était confirmée, expliquerait beaucoup. Miss Marple, cependant, ne tirait pas de conclusions hâtives. Elle préférait observer, écouter, laisser les gens se trahir par de petites choses, des dénégations hâtives, des phrases inconsidérées, des gestes nerveux. Tout cela, elle le savait, était plus vrai que des déclarations directes. Cet après-midi-là, l'inspecteur Craddock réunit à nouveau toute la maisonnée dans le salon, déterminé à aller de l'avant. Richard était affalé sur sa chaise, l'air mêlé de défi et de malaise. Margaret Harrington était assise, raide, les mains jointes, comme si elle craignait qu'elles ne la trahissent par leur tremblement. La servante rôdait près de la porte, pâle et les yeux écarquillés. Craddock brandit le gant délicat. « Quelqu'un a laissé ça dans la véranda. Je vais découvrir qui. »« Madame Harrington, vous avez nié qu'il vous appartienne. Richard, le reconnaissez-vous » Richard haussa les épaules avec insouciance, mais la crispation de sa mâchoire trahissait une certaine tension. « Comment le ferais-je? Je n'examine pas les gants des femmes. Peut-être appartiennent-ils à l'un des domestiques ?» La servante secoua vivement la tête. « Non, monsieur. Aucun de nous ne possède de gants aussi fins. » Craddock se tourna vers Margaret. Qui d'autre aurait pu le laisser, à moins que Clara Simmons elle-même ne vienne ici? Les lèvres de Margaret s'entr'ouvrirent, comme pour parler, puis se refermèrent brusquement. Le silence dura trop longtemps. Finalement, dit-elle à voix basse, « Je ne sais pas. Vraiment, je ne peux pas. » Miss Marple, assise tranquillement avec son tricot, laisse le silence s'étendre avant de parler. « Il est souvent difficile, ma chère, d'admettre qu'on a vu quelqu'un qu'on préférerait oublier. Mais la vérité, comme les mauvaises herbes, a le don de s'infiltrer dans le sol, qu'on l'accepte ou non. » Les yeux de Margaret lancent des éclairs. « Vous voulez m'accuser, Miss Marple? »« Oh, pas du tout, » dit doucement Miss Marple. « Simple constat, à nier trop vite, on révèle parfois des connaissances qu'il valait mieux garder secrètes. » Richard émit un rire soudain, cassant et sec. Si Clara Simmons était là, elle devait avoir raison. Peut-être pour exiger plus d'argent, de mon oncle. Il n'était pas généreux, croyez-moi. Elle a dû le pousser trop loin. La remarque reste en suspens. Craddock tourne brusquement la tête vers lui. Vous semblez très sûr de son caractère pour un homme qui prétend ne jamais l'avoir rencontré. Richard rougit. Je voulais juste dire que pourrait bien vouloir d'autre une femme comme elle. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple s'arrêtèrent. Ah, murmure-t-elle doucement. Mais comment sais-tu quel genre de femme elle était, Richard? À moins, bien sûr, de l'avoir rencontrée. Les yeux de Richard s'écarquillèrent, et, l'espace d'un instant, sa bouche s'ouvrit sans un son. Puis il fronça les sourcils et murmura. « Vous déformez les mots, Miss Marple. Je n'ai rencontré personne. » Margaret pressa son mouchoir contre ses lèvres, son regard allant de Richard à l'inspecteur. Son silence était plus éloquent que les mots, comme si elle craignait que toute parole ne la trahisse. Plus tard, tandis que la maisonnée se dispersait, Miss Marple s'attarda dans le hall. Elle se tourna vers Craddock d'une voix douce mais ferme. « Voyez-vous, inspecteur, les lapsus peuvent en dire plus que toutes les déclarations sous serment. Richard en sait plus sur Clara Simmons qu'il ne veut bien l'admettre, et Madame Harrington sait quelque chose qu'elle redoute de dire à voix haute. » Craddock se frotta les tempes. « J'ai remarqué. À eux deux, ils nous ont mis dans une situation délicate. J'ai presque envie d'emmener Richard pour un interrogatoire plus approfondi. » Miss Marple secoua doucement la tête. « Patience, inspecteur. Un poisson se débat souvent dans le filet avant même que vous ne le releviez, mais si vous le tirez trop tôt, il risque de vous échapper. Mieux vaut les laisser croire qu'ils sont invisibles jusqu'à ce qu'ils se trahissent complètement.
Ce soir-là, Miss Marple rentre lentement chez elle en traversant le village. Elle s'arrêta à la poste où Madame Bartlett était en grande conversation avec Madame Price. « Eh bien, j'ai entendu dire que c'était un gant de dame, » déclara Madame Price. « À mon avis, cela prouve que Clara Simmons était présente en personne. La mort du colonel, sa disparition, tout cela colle parfaitement. » Madame Bartlett secoua la tête. « Non, non, j'ai entendu la servante dire que Margaret était devenue pâle en le voyant. Peut-être était-ce à elle depuis le début, et elle a menti. » Miss Marple entra discrètement, acheta une feuille de timbre et leur sourit à tous deux. « Il est toujours dangereux, ma chère, de bâtir de grands châteaux sur une si petite pierre. Un gant peut nous en dire long, mais pas, je pense, toute l'histoire. » Les femmes échangèrent des regards surpris, comme prises au piège de leurs propres spéculations. Miss Marple les laissa faire, l'esprit bien plus concentré sur ce qu'elle avait observé chez les Harrington. Le lapsus de Richard, le silence craintif de Margaret et l'insistance du colonel à exiger des reçus étaient les fils d'une tapisserie dont le motif commençait seulement à se dessiner. Ce soir-là, alors qu'elle posait son tricot et se préparait à aller se coucher, Miss Marple s'arrêta à sa fenêtre. Le clair de lune projetait de longues ombres sur la ruelle. Elle repensa à Clara Simmons, disparue à Londres, et aux gants oubliés dans la véranda. « Les secrets laissent des traces, » murmura-t-elle, « et quand on s'efforce de les dissimuler, ces traces deviennent encore plus éclatantes. » Alors que l'horloge sonnait 11 heures, une lumière vacilla soudain dans le manoir Harrington, dans une pièce supposée vide. Le regard perçant de Miss Marple la remarqua aussitôt. Quelqu'un s'y déplaçait, cherchant toujours, comme si les réponses se cachaient parmi les affaires du colonel. Miss Marple ne dormit pas profondément cette nuit-là. La lueur vacillante dans la pièce supposée vide du manoir Harrington persistait dans ses pensées. Des années de vigilance discrète l'avaient habituée à remarquer ces détails et elle ne pouvait les ignorer comme une simple fantaisie. À l'aube, la nouvelle se répandit rapidement. Le majordome, un homme âgé nommé Hughes, qui avait fidèlement servi la famille pendant des années, rapporta avoir trouvé le bureau du colonel en désordre une fois de plus. Des papiers étaient éparpillés, les tiroirs étaient restés entr'ouverts et une légère empreinte de pas boueuse marquait le bord du tapis près de la fenêtre. Quelqu'un est entré après la tombée de la nuit. L'inspecteur Craddock arrive avant le petit déjeuner. Sa patience s'amenuise d'heure en heure. « C'est la 3e fois que cette maison est fouillée, » dit-il d'un ton sombre. « Soit le coupable est remarquablement audacieux, soit remarquablement désespéré. Dans tous les cas, il recherche quelque chose de précis. » Margaret Harrington se tenait sur le seuil, sa robe de chambre serrée contre elle. Son visage était pâle, mais sa voix était posée. « Vous ne pensez tout de même pas qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur, inspecteur? Nous dormions tous. Étiez-vous là? » demanda Craddock, les yeux plissés. « Et Richard? Où était-il? » Richard entra juste à ce moment-là, les cheveux en bataille, l'air défensif. « Dans ma chambre, bien sûr. On ne peut pas s'attendre à ce que je monte la garde toutes les nuits. » Craddock le regarda longuement, mais ne dit rien. Miss Marple, cependant, parla doucement depuis sa chaise près de l'âtre. « De la boue sur le tapis, dites. » Margaret Harrington se tenait sur le seuil, sa robe de chambre serrée contre elle. Son visage était pâle, mais sa voix était posée. « Vous ne pensez tout de même pas qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur, inspecteur? Nous dormions tous. Étiez-vous là? » demanda Craddock, les yeux plissés. « Et Richard? Où était-il? » Richard entra juste à ce moment-là, les cheveux en bataille, l'air défensif. « Dans ma chambre, bien sûr. On ne peut pas s'attendre à ce que je monte la garde toutes les nuits. » Craddock le regarda longuement, mais ne dit rien. Miss Marple, cependant, parla doucement depuis sa chaise près de l'âtre. « De la boue sur le tapis,
Dites-vous, inspecteur, cela suggère que quelqu'un est entré par la fenêtre et non par la porte. Un geste astucieux, car il contourne les domestiques. Pourtant, l'ingéniosité laisse souvent des traces. Elle se leva lentement et examina l'empreinte d'un œil attentif. Large, mais pas autant qu'une botte d'homme, plus étroite, peut-être une chaussure de femme à talons fermés. Richard ricana. « Vous voulez dire qu'une dame se glissait dans l'obscurité et fouillait dans les tiroirs? C'est ridicule. »« Pas du tout ridicule, » répondit doucement Miss Marple. « Une femme effrayée ou qui protège un secret peut être très déterminée. »« Zrenia, inspecteur, cela suggère que quelqu'un est entré par la fenêtre et non par la porte. Un geste astucieux, car il contourne les domestiques. Pourtant, l'ingéniosité laisse souvent des traces. » Elle se leva lentement et examina l'empreinte d'un œil attentif. Large, mais pas autant qu'une botte d'homme. Plus étroite. Peut-être une chaussure de femme à talons fermés. Richard ricana. « Vous voulez dire qu'une dame se glissait dans l'obscurité et fouillait dans les tiroirs? C'est ridicule. »« Pas du tout ridicule, » répondit doucement Miss Marple. « Une femme effrayée ou qui protège un secret peut être très déterminée. » Margaret tressaillit, sa main se crispant sur le chambranle. Cradock le remarqua et se retourna brusquement. « Madame Harrington, si vous savez quelque chose. »« Je ne sais rien, » s'écria-t-elle, son sang-froid se brisant pour la première fois. « Rien du tout. Pourquoi me harcelez-vous ainsi ?» Le regard de Miss Marple s'adoucit, mais son regard ne vacilla pas. « Car, ma chère, le silence est parfois plus éloquent que les mots. Mais je vous assure que l'inspecteur ne traque pas par cruauté. Il traque la vérité. » La matinée se déroula dans un calme tendu. Les domestiques chuchotaient dans les coins, les villageois flânant près des portes, et Margaret restait enfermée dans sa chambre. À midi, Cradock retourna au bureau pour examiner une fois de plus le bureau. Miss Marple la suivait d'un pas tranquille, son sac à tricot à la main. Tandis que Cradock feuilletait les papiers du colonel, l'attention de Miss Marple se porta sur la corbeille à papier près de l'âtre. Parmi les cendres de papier brûlé, un petit fragment avait échappé aux flammes. Elle se pencha délicatement et le sortit. Il y avait quelques mots, maculés, mais un reçu lisible prouve tout. Elle le leva sans un mot. Cradock jura dans sa barbe. Toujours des reçus. Dans quelle affaire diabolique ce colonel était-il empêtré? Miss Marple rangea le morceau dans son sac à tricot. « Quoi qu'il en soit, inspecteur, cela a suffisamment effrayé quelqu'un pour brûler la preuve, mais le feu ne consume jamais. Les sas, cendres, comme les secrets, laissent toujours des traces. » Ce soir-là, Miss Marple fait une discrète visite au presbytère. Autour d'un thé avec Griselda, elle parla de l'intrus. Encore une recherche du bureau? Griselda haleta. Mais que peuvent-ils bien chercher? La police a sûrement tous les documents importants maintenant. Pas tout, murmura Miss Marple. Il manque encore quelque chose que le colonel gardait précieusement, mais que d'autres craignent de révéler. C'est pourquoi ils reviennent encore et encore. Un testament, une lettre, peut-être un reçu, et lorsqu'on le trouvera, la vérité éclatera comme des pommes d'un panier renversé. Le vicaire, polissant ses lunettes, hocha gravement la tête. « Vous pensez que l'intrus était quelqu'un de l'intérieur? »« Je pense, » répondit Miss Marple, « que ceux qui clament trop haut leur innocence sont souvent ceux qui ont le plus à cacher. Et hier soir, la maison était remplie de voix fortes. Ces paroles exprimaient la certitude tranquille d'une femme qui avait déjà commencé à reconstituer le puzzle. Elle savait, même si elle ne voulait pas encore le dire à voix haute, que l'identité de l'intrus n'était pas loin d'être révélée. De retour au manoir Harrington, l'inspecteur Cradock posta un agent à la grille et un autre près du jardin. « Nous les attraperons s'ils récidivent, » déclara-t-il. Mais Miss Marple, assise près du feu avec son tricot, ne souriait que faiblement, car elle soupçonnait que la prochaine révélation ne viendrait pas d'une prise en flagrant délit,
mais de l'écoute des paroles que les gens laissaient échapper lorsqu'ils pensaient que personne n'y prêtait attention. Alors que la nuit s'épaississait à nouveau, le silence s'abattit sur le village. Pourtant, à l'intérieur du manoir, des pas résonnèrent faiblement à l'étage, là où personne n'était censé se trouver. Le lendemain matin, l'aube était claire et nette, mais le ciel radieux ne parvenait guère à apaiser l'atmosphère qui planait sur le manoir Harrington. Une maison autrefois marquée par l'ordre et une discipline stricte était devenue agitée. Les domestiques chuchotaient dans les couloirs, Margaret Harrington s'attardait derrière des portes closes et Richard rôdait de pièce en pièce comme s'il était en cage. L'inspecteur Craddock avait passé une bonne partie de la nuit à interroger chaque résident, mais peu de progrès avaient été réalisés. Il était maintenant assis à la longue table de la salle à manger, l'air irascible. Miss Marple, assise au fond avec un calme serein, observait la scène avec la patience de quelqu'un qui sait que la vérité ne peut être imposée, mais obtenue. « Je ne me sens pas plus près, » admet Craddock. L'une affirme ne rien savoir, l'autre clame son innocence à en faire trembler les vitres, et pourtant je ne parviens toujours pas à déterminer le coupable. Les affaires du colonel s'assombrissent à mesure que j'approfondis mes investigations. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquaient doucement. La culpabilité, inspecteur, est comme une ombre. Elle ne se manifeste pas toujours dans les actes, mais dans la façon dont la lumière se fait entendre lorsqu'on pose des questions. Craddock lui lança un regard sec. « Et comment proposez-vous que nous fassions briller cette lumière ?»« Par la conversation, » répondit-elle sereinement. « Des remarques banales peuvent susciter des réactions tout à fait extraordinaires. » Elle testa sa pensée plus tard ce matin-là, lorsqu'elle rencontra Richard dans la véranda. Il fixait le pot de marbre brisé comme s'il s'agissait de son ennemi. « Un endroit des plus dangereux, les serres, » dit doucement Miss Marple. « Tous ces lourds pots en équilibre précaire. Si l'on voulait effrayer quelqu'un, une petite poussée suffirait. » Richard sursauta visiblement, la main crispée sur son flanc. « Tu crois que quelqu'un a essayé de m'effrayer? C'est absurde. »« Peut-être pas effrayé, » poursuivit Miss Marple d'une voix douce, comme pour elle-même, mais silencieuse. Un homme qui parle trop librement peut s'attirer des dangers. Le visage de Richard pâlit. Il marmonna quelque chose d'inintelligible et quitta la pièce précipitamment. Plus tard, dans le salon, Miss Marple trouva Margaret Harrington assise près de la fenêtre, le regard vide. Elle s'assit à ses côtés, d'une présence douce, laissant le silence s'installer avant de parler. « Je suis tombée sur quelque chose d'intéressant, » dit enfin Miss Marple. « Un fragment de papier brûlé dans l'incendie de votre bureau. Il mentionnait un reçu prouvant tout. On se demande ce que tout cela pourrait bien être. » Margaret se raidit, les doigts crispés sur son mouchoir. Ça devait être absurde. Mon mari griffonne souvent des notes. Elles ne signifiaient rien. Le ton de Miss Marple était bienveillant, presque désolé. Garder le silence pour autrui doit être un fardeau terrible. On pense souvent que c'est de la loyauté, mais au final, cela ne fait qu'aggraver sa propre souffrance. Les yeux de Margaret se remplissent soudain de larmes. « Tu ne comprends pas. »« Oh, ma chère, je comprends plus que tu ne le penses, » dit doucement Miss Marple. « Par exemple, je comprends le regard d'une femme qui reconnaît un nom qu'elle prétend ignorer. » Margaret se leva brusquement et quitta la pièce sans répondre. Cet après-midi-là, l'inspecteur Craddock rejoignit Miss Marple pour une promenade dans le village. Il était impatient, mais il ne pouvait nier que ses méthodes portent souvent leurs fruits. « Vous les perturbez délibérément, » dit-il. « Vous attisez l'attention avec des remarques apparemment innocentes jusqu'à ce que quelque chose déborde. » Miss Marple sourit. « Exactement, inspecteur. Et vous n'avez pas vu ?» La peur de Richard le trahissait, et le silence de Margaret tremblait, au bord de la confession. Chacun en sait plus qu'il n'ose l'admettre. En passant, devant la poste, Madame Bartlett sortit précipitamment,
son sac à provisions serré. « Vous avez entendu, mademoiselle Marple? On dit que le colonel préparait un Nouveau Testament. Richard ne possède rien, et Margaret hérite de presque tout. Bien sûr, cela lui donne une raison suffisante, n'est-ce pas? » Miss Marple poussa un léger soupir. Une raison suffisante aux yeux des commérages, peut-être, mais les véritables motivations sont rarement aussi claires. Pourtant, Madame Bartlett, vous avez tout à fait raison, la volonté peut tout changer. La remarque était désinvolte, mais elle remarqua que l'inspecteur Craddock se raidissait à ses côtés. Lui aussi avait perçu l'étincelle dans les yeux de Margaret à la lecture du projet de testament. Ce soir-là, alors que le crépuscule obscurcissait le ciel, Miss Marple retourna au manoir pour le dîner. La conversation était tendue, mais elle observait chaque geste, chaque lapsus. Richard, impatient, déclara que si Clara Simmons avait disparu, c'est peut-être elle qui en serait responsable. « Vous y avez déjà pensé? Peut-être qu'elle a tué mon oncle pour de l'argent et s'est enfuie. » Margaret murmura férocement. « Non, elle ne le ferait jamais. » et s'arrêta aussitôt. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle rougit, pressant son mouchoir contre ses lèvres. Je voulais dire qu'elle ne serait jamais capable d'un tel crime. C'est tout. Miss Marple posa son tricot, l'air doux. Vous connaissiez donc bien son caractère, Madame Harrington. Cela explique pourquoi son nom vous a tant frappé dès sa première mention. Margaret ne put répondre. Elle baissa la tête, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Le silence dans la pièce était lourd, chargé de secrets sur le point de se libérer. Et juste au moment où l'inspecteur Craddock reprenait son souffle pour insister, la femme de chambre entra précipitamment, pâle et tremblante. « Monsieur l'inspecteur, une autre découverte a été faite. Dans la malle verrouillée du colonel, un paquet de lettres adressées à Clara Simmons. L'une d'elles était signée de la main de Madame Harrington. La salle tomba dans un silence stupéfait. Miss Marple joignit les mains sereinement, le regard calme. Le filet se resserrait, et bientôt, la vérité éclatera aux yeux de tous. La véranda du colonel, autrefois chaleureuse et parfumée, était devenue le théâtre de tous les soupçons. Son sol carrelé et ses hautes baies vitrées témoignent de trop de secrets. C'est là que l'inspecteur Craddock, sur les conseils avisés de Miss Marple, réunit toutes les personnes liées à l'affaire. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres à travers les vitres, rayant le sol comme les barreaux d'une cage. Richard se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, le visage figé. Margaret était assise, raide, dans un fauteuil en osier, les doigts tordant un mouchoir humide. La femme de chambre s'attardait près de la porte, pâle d'inquiétude, tandis que le majordome Hughes, digne mais las, se tenait silencieusement derrière elle. L'inspecteur Craddock prit le centre, la voix hachée. « Nous sommes ici parce que cette affaire a atteint un point où le silence et les demi-vérités ne suffisent plus. Le colonel est mort, Clara Simmons a disparu, et quelqu'un ici en sait plus qu'il ne veut bien le dire. » Le silence qui suivit fut pesant, ponctué seulement par le tic-tac de l'horloge de la véranda. Miss Marple, assise tranquillement avec son tricot, ressemblait plus à une tante bienveillante qu'à une détective. Pourtant, son regard était perçant, scrutant chaque visage à la recherche de l'ombre qui trahissait ses pensées intérieures. Craddock commença par Richard. « Vous, monsieur, risquez de tout perdre. Le testament du colonel vous a écarté, vous laissant quasiment sans le sou. Vous vous êtes disputé avec lui et vous avez menti sur l'endroit où vous vous trouviez la nuit de sa mort. Niez-vous cela? » Richard serra les dents. « J'avoue avoir quitté la pub plus tôt que je ne le prétends. J'ai arpenté les ruelles, mais je ne l'ai pas tué. J'étais en colère, certes, mais pas un meurtrier. » La voix de Miss Marple se glissa doucement dans le silence. « La colère peut être passagère, Richard, mais des espoirs qui persistent. Pourtant, je crois que ta colère était suffisamment forte pour être vue de tous, ce qui rend moins probable que tu aies accompli quelque chose qui exigeait une patience silencieuse. »
Richard la regarda avec surprise, comme s'il ne savait pas si elle le défendait ou l'accusait. Cradock se tourna vers Margaret. « Et vous, madame? Le projet de testament vous laissait presque tout. Vous niez connaître Clara Simmons, et pourtant vos lettres ont été retrouvées. Pourriez-vous m'expliquer? » Le visage de Margaret devient rouge écarlate. « C'est vrai, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « J'ai écrit à Clara, mais pas comme tu le penses. C'était ma sœur. » Un murmure parcourt la pièce. Richard émit un léger sifflement, la servante haleta, et l'expression de Hughes s'illumina d'une lueur de tristesse. « Ma sœur, » poursuivit Margaret, les mots tremblants, née du premier mariage de mon père. Elle avait peu de ressources, et quand elle traversait des moments difficiles, je suppliais mon mari de l'aider. Il le faisait à contre-cœur, même s'il en voulait à chaque centime. Je ne pouvais l'avouer à personne. L'orgueil du colonel était farouche. Il ne laisserait jamais le village savoir qu'il la soutenait. L'inspecteur Cradock se pencha brusquement. Clara Simmons était donc votre sœur, et le colonel lui versait secrètement son allocation. Et quand elle a disparu il y a 3 semaines, les versements ont cessé. Votre mari était-il impliqué dans cette disparition? Margaret enfouit son visage dans son mouchoir. Je ne sais pas. Il parlait d'elle avec colère, menaçant de la couper complètement. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il lui arriverait du mal. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. Pourtant, c'est lui qui a été touché. Curieux, n'est-ce pas? La servante laissa échapper soudain. J'ai vu Madame Harrington dans le bureau cette nuit-là. Elle brûlait des papiers dans la cheminée. J'ai trouvé cela étrange, mais je n'ai pas osé parler. Margaret releva brusquement la tête. Je n'avais rien brûlé d'important, seulement des brouillons griffonnés par mon mari dans ses colères. Ils ne signifiaient rien. La voix de Cradock se durcit. Vous avez brûlé un fragment mentionnant un reçu prouvant tout. Ce n'est pas rien, Madame Harrington, c'est de la destruction de preuves. Les lèvres de Margaret retentissaient, mais aucun son ne sortit. Dans un silence tendu, Miss Marple parla avec une autorité tranquille. Le problème avec les mensonges, ma chère, c'est qu'ils ne marchent jamais seuls. Ils ont besoin de compagnie, et bientôt la maison devient trop encombrée pour les contenir. Nous avons vu trop de dérapages, trop de dénégations prononcées trop vite. La vérité est proche maintenant, inspecteur. Très proche, vraiment. Richard ricana. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que Margaret l'a empoisonné? Ou que Clara est venue ici et a terminé le travail elle-même? Miss Marple le regarda avec douceur. « Oh, Clara Simmons n'a jamais tué ton oncle, j'en suis certaine. »« Et alors ?» rétorqua Richard. Miss Marple sourit faiblement, ses aiguilles s'arrêtant au milieu d'un clic. « Cela, ma chère, sera révélé bien assez tôt, car la vérité ne se lit pas seulement dans les lettres et les reçus, mais aussi dans la façon dont les gens tremblent lorsqu'ils se croient en sécurité. » La véranda semblait se refermer sur elle-même, les murs se fermant sous le suspense. Margaret pressait son mouchoir contre ses lèvres. Richard faisait les 100 pas, agité, et les domestiques fixaient leur maîtresse, les yeux écarquillés. Cradock frappa la table du poing. « Ça suffit. Demain matin, nous nous retrouverons, et d'ici là, j'espère que toute la vérité sera révélée. Quelqu'un parmi vous est coupable, et ce n'est qu'une question de temps avant que le masque ne tombe complètement. » Miss Marple sourit doucement, les yeux brillants. « En effet, inspecteur, et les masques ont tendance à glisser, surtout quand on s'y attend le moins. » Alors que le rassemblement se dispersait, la tension persistait, épaisse comme un brouillard. Chaque suspect rentrait dans sa chambre, emportant avec lui bien plus que des ombres. Et Miss Marple, tricotant à la main, savait que le moment de la révélation approchait. Le lendemain matin, l'inspecteur Cradock réunit à nouveau la maisonnée dans la véranda. L'air était lourd, les plantes hautes et silencieuses, témoins du drame qui allait se jouer. Les chaises en osier étaient disposées en cercle et les longues baies vitrées
laissait entrer une pâle lumière hivernale qui semblait démasquer toute dissimulation. Richard se prélassait nonchalamment sur son siège, mais son regard s'agitait sans cesse. Margaret était assise, les mains jointes sur ses genoux, son mouchoir déjà humide de larmes nerveuses. La femme de chambre et le majordome se tenaient près de la porte, comme s'ils espéraient échapper à la tempête qu'ils pressentaient approcher. L'inspecteur Craddock s'éclaircit la gorge, la voix sévère. « Nous sommes ici parce que trop de mensonges ont obscurci cette affaire. Mais les mensonges ne peuvent pas durer éternellement. Miss Marple a demandé à s'adresser à nous, et je pense que nous serons tous sages de l'écouter. » Tous les regards se tournèrent vers la vieille dame, assise sereinement, ses aiguilles à tricoter à la main. Elle avait toute d'une vieille fille inoffensive, et pourtant son regard était perçant et fixe. Elle laisse le silence s'installer avant de prendre la parole. « Le colonel Harrington, dit doucement Miss Marple, était un homme d'une volonté de fer, d'une fierté farouche et d'un tempérament impitoyable. De tels hommes se font souvent des ennemis au sein de leur propre foyer. Mais ce qui m'a frappé dès le départ, ce n'est pas tant l'identité de ceux qui voulaient sa mort, mais ce qu'ils cherchaient tant à dissimuler. Et cela, ma chère, nous ramène à ces reçus. » Margaret tressaillit légèrement, serrant son mouchoir dans sa main. Richard s'agita, mal à l'aise. « Les reçus, poursuit Miss Marple, ne concernaient pas seulement des fleurs ou des frais de véranda. Ils constituaient la preuve des arrangements financiers du colonel avec Clara Simmons. Lorsque Clara disparut, les paiements cessèrent. Et quelqu'un ici savait que si ces reçus étaient découverts, toute la vérité sur les affaires du colonel serait révélée. » Richard eut un rire rauque. « On en revient donc à cette Clara. Quel est son rapport avec la mort de mon oncle? » Le regard de Miss Marple se posa sur lui avec calme. « Tout, car Clara Simmons n'était ni la maîtresse de votre oncle, ni une maîtresse chanteuse, ni une étrangère. Elle était la sœur de Margaret Harrington. Les paiements du colonel étaient une charité réticente, imposée par les supplications de Margaret. Et cela, Richard, était une humiliation qu'il ne pardonnait jamais. » Margaret laissa échapper un léger sanglot. « C'est vrai. Je ne supportais pas de voir Clara dans la pauvreté. Je le suppliais de l'aider. Mais il la méprisait pour lui prendre son argent. » Miss Marple hocha la tête. « Il y a 3 semaines, Clara avait disparu. Elle ne s'était pas simplement évaporée. Je crois qu'elle était venue ici, à St. Mary Mead, désespérée, exigeant peut-être davantage. Le colonel s'était disputé avec elle, menaçant peut-être de révéler les liens de Margaret, et lorsqu'il avait crié que les reçus prouveraient tout, ce n'était pas Clara qui l'écoutait, c'était Margaret. La véranda était totalement silencieuse. Les lèvres de Margaret remuaient sans un bruit. La voix de Miss Marple était douce, mais ferme. Vous craignez la colère de votre mari. Vous craignez qu'il ne ruine votre sœur et ne détruise ce qui restait de votre dignité. Alors qu'il était assis seul dans cette même pièce, vous lui avez apporté du thé empoisonné, pas assez pour agir immédiatement, mais assez pour le faire taire au matin. C'est pourquoi sa mort semblait naturelle, pourquoi le médecin a d'abord parlé du cœur. Mais vous avez commis une erreur, Madame Harrington. Vous avez trop tremblé à l'évocation du reçu, et vous avez trop essayé de les détruire. » Margaret enfouit son visage dans ses mains. « Je ne voulais pas lui déplaire. Je voulais seulement protéger Clara, la préserver de sa cruauté. Il l'aurait complètement coupée du monde, l'aurait exposée à la honte. Il aurait dit au monde qu'elle était ma sœur, et je n'aurais pas pu le supporter. » La mâchoire de l'inspecteur Craddock se serra. « Et vous l'avez tuée. » Les sanglots de Margaret secouaient sa silhouette frêle. « Je pensais que le moment où il s'affaisserait sur sa chaise s'arrêterait là. Mais ensuite, on a accusé Richard, on a prononcé le nom de Clara, et tout a empiré. J'ai brûlé ce que j'ai pu,
mais la vérité a quand même filtré. Richard se leva d'un bond, le visage pâle. « C'était donc toi depuis le début, et il me surveille comme le meurtrier. » Miss Marple le regarda avec bienveillance. « Tu ne t'es pas rendu service, Richard, avec tes mensonges et tes éléments. Mais la culpabilité, la vraie culpabilité, se lit différemment sur le visage d'une personne. Et elle était inscrite, dès le début, sur celui de ta tante. » Le silence régnait dans la véranda, à l'exception des sanglots de Margaret. Hugues, le majordome, fermait les yeux avec lassitude, tandis que la servante serrait son tablier de ses doigts tremblants. L'inspecteur Craddock se leva enfin. « Margaret Harrington, je dois vous mettre en état d'arrestation pour le meurtre de votre mari. » Margaret se leva lentement, le visage pâle, les mains tremblantes. « Je voulais seulement la protéger, » murmura-t-elle. « Clara était tout ce qui me restait de ma famille. Je n'avais jamais voulu que cela se termine ainsi. » Miss Marple rassembla tranquillement son tricot. « On ne fait jamais rien de tel, ma chère, mais la nature humaine est toujours plus dangereuse qu'on ne le pense. » Tandis que Margaret était emmenée, la véranda parut soudain plus vide, comme si les plantes elles-mêmes se penchaient tristement vers le sol. La vérité avait été dite, et pourtant le village porterait son ombre pendant de nombreux jours encore. Miss Marple se leva et lissa son châle. Ce sont toujours les petites choses, les reçus, les bouts de papier qui dévoilent les plus grands mensonges. C'est pourquoi je ne les néglige jamais. Et sur ce, elle sortit tranquillement dans l'air frais du jardin, laissant l'inspecteur à son devoir et la maison à son chagrin. Le village de St. Mary Mead avait retrouvé, presque imperceptiblement, son rythme habituel. La lumière matinale éclairait les jardins soignés. Les enfants couraient dans les ruelles pavées et les commerçants saluaient les visages familiers avec la chaleur désinvolte d'une communauté largement insensible aux événements qui, pour les non-observateurs, apparaissent désormais comme une perturbation passagère. Pourtant, sous ce vernis de normalité, de subtils changements s'étaient produits, chacun d'eux une vague silencieuse laissée par le scandale qui avait récemment captivé chaque foyer. Miss Marple était assise dans son salon, son tricot posé sur ses genoux, et s'accordait un rare moment de réflexion. Les événements au salon du conservateur avaient été tumultueux, certes, mais en sirotant son thé, elle remarqua le schéma persistant du comportement humain qui l'avait guidée depuis le premier soupçon jusqu'à la révélation ultime. Les gens, songea-t-elle, agissaient souvent par peur ou par amour, par fierté ou par honte, et c'était dans ces petits choix instinctifs que la vérité se révélait discrètement. L'arrestation de Margaret Harrington avait, comme on pouvait s'y attendre, provoqué une onde de choc dans les hautes sphères du village. La maison Harrington était un pilier de la bienséance depuis des décennies, et la révélation qu'un de ses membres avait eu recours à une tromperie aussi calculée était difficile à accepter pour les voisins. Pourtant, comme Miss Marple l'avait anticipé, les murmures commençaient à se muer en murmures méditatifs. Les conversations au marché, à la salle des fêtes et à la boulangerie du coin n'étaient plus empreintes d'accusation, mais d'une curiosité hésitante quant aux motivations qui avaient poussé une femme à de tels extrêmes. C'est dans ces échanges discrets, presque imperceptibles, que Miss Marple reconnut la valeur durable de son travail. En révélant la vérité, elle avait non seulement résolu un crime, mais aussi rétabli l'ordre naturel de l'équilibre social. Clara Harrington, la sœur innocente, avait été épargnée par le déshonneur, et la communauté pouvait reprendre ses activités sans le poids de secrets inavoués pesant sur sa conscience. Les gens pouvaient à nouveau rire, même discrètement, des bizarreries de la nature humaine, rassurés par la certitude que justice avait été rendue, avec sa douceur même. Plus tard dans la journée, Miss Marple se promena dans les jardins du village, saluant quelques connaissances avec sa chaleur habituelle. Les roses
soigneusement entretenus malgré les événements de la semaine, ondulaient doucement dans la brise, leur couleur vive et rassurante. En marchant, elle réfléchissait au réseau complexe d'observation, d'intuition et de psychologie humaine qui avait éclairé l'affaire. Chaque regard, chaque commentaire à demi-voix, chaque hésitation subtile avait été un fil conducteur et, une fois tissés ensemble, ils révélaient un tableau à la fois cohérent et inévitable. Ses pensées, cependant, ne se limitaient pas au mécanisme de détection. Elle se surprit à contempler la résilience des gens une fois le poids de la tromperie levé. Clara Harrington, par exemple, avait affronté les conséquences avec une dignité tranquille qui en disait long sur sa personnalité. Des amis qui lui avaient autrefois murmuré des jugements lui apportent désormais un soutien sincère, et le village, avec sa discrétion, démontre la capacité de pardon que Miss Marple admirait tant. Alors que le crépuscule tombait sur Saint. Mary Mead, la douce lueur des réverbères se répandant sur les ruelles étroites, Miss Marple rentre chez elle. La bouilloire sifflait doucement sur le feu, et l'odeur familière du thé et des biscuits emplissait la pièce. Assise dans son fauteuil préféré, elle ressentait la satisfaction d'une affaire conclue, de mystères éclaircis et d'une justice appliquée avec délicatesse. Il y avait là un réconfort, l'assurance que, si la nature humaine est parfois complexe, elle peut, avec patience et compréhension, être maîtrisée avec sagesse et grâce. Le scandale, autrefois explosif, est devenu une histoire de prudence, de réflexion et finalement de résolution. L'œil perçant et l'intuition sûre de Miss Marple avaient guidé le village à travers ses inquiétudes, rappelant ainsi à tous que les apparences peuvent être trompeuses, mais que la vérité, patiente et tenace, finissait toujours par se révéler. Après une dernière gorgée de thé, elle posa sa tasse sur la soucoupe, son esprit déjà tourné vers les petits mystères qui se dévoilent inévitablement au rythme paisible de la vie villageoise. À St. Mary Mead, la vie avait repris son cours paisible, et Miss Marple, satisfaite et vigilante, reprit son rôle discret de gardienne de ces subtiles vérités.